pour sa passion. Et là, effectivement, comme les autres, vous parlez de ce que fait son pays, principalement son ambassade. Monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment, monsieur le modérateur, et je profite également ici pour rendre hommage aux organisateurs de cette manifestation qui pour nous a une portée incommensurable, dans la mesure où aujourd'hui, je pense, et nous sommes tous pour la plupart ici des enfants de la diaspora. Et moi-même qui vous parle, j'ai passé près d'une quarantaine d'années ici en France, où j'ai fait tout mon cursus universitaire. Je suis un pur produit de cette diaspora. Et je voudrais, avec l'autorisation de vous-même, des organisateurs, ainsi que de distingués participants à ces programmes, partager avec vous quand même l'émotion qui est la nôtre, le drame. Au moment où nous sommes en train de parler ici, la RDC vit les heures le plus sombres depuis son indépendance. Le pays est confronté à une crise sécuritaire et humanitaire inimaginable. Plus de 6 millions de morts, plus de 7 millions de déplacés. Nous sommes au XXIe siècle. Et cette crise a un caractère récurrent. C'est depuis 1994, lorsque le Rwanda a commis son génocide, que le malheur de la RDC a commencé. À l'époque du génocide rwandais, le gouvernement congolais à l'époque, c'était le maréchal Mobutu de reste mémoire, qui avait perçu les difficultés à venir de la RDC. Il avait demandé qu'on ferme les frontières, qu'on n'ouvre pas les frontières, parce que tous ceux qui fouillent les génocides, s'ils prennent la direction de la RDC, après nous aurons une autre vie à gérer. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Depuis plus de 30 ans aujourd'hui, la RDC fait face à une situation à l'est de la République. La RDC, c'est quand même 2 395 000 km², c'est presque 5 fois la France. La RDC, c'est 9 voisins, tout un défi géostratégique. 9 voisins. Et avec ces 9 voisins, nous avons toujours vécu en intelligence. Nous avons toujours pensé que les richesses de la République démocratique du Congo, ce n'était pas pour nous-mêmes. Je donne souvent l'exemple à mes étudiants. Lorsque, au XVIIIe siècle, il y a eu la révolution industrielle, avec la découverte de la machine à vapeur, ce n'était pas une génération spontanée dans tous les États européens. C'est au bord de la Tamise, en Angleterre, qu'est née la révolution industrielle. Mais par les commerces, les échanges entre la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et tout le reste des pays, et la France d'ailleurs avec Colbert, il avait construit, c'est l'époque où on a parlé des manufactures de Colbert. Comment faire en sorte que nous puissions aussi produire ce qui peut plaire aux Anglais pour que la croissance économique anglaise serve aussi à développer la croissance. On ne se développe pas seulement par son PIB, mais aussi par les commerces. C'est essentiel. Et la RDC, nous avons toujours mené une vision panafricaniste de notre gestion économique en nous disant que les richesses importantes que détient la RDC pouvaient servir non seulement à la sous-région, mais à l'Afrique tout entière, par les échanges. Ce qu'on appelle les échanges intra-africains. C'est un canal essentiel pour les développements, pour que l'impact des développements puisse atteindre l'essentiel des pays africains. Mais ces richesses aujourd'hui, comme quelqu'un a écrit un jour en parlant de la malédiction des ressources naturelles, la RDC, c'est un pays maudit à cause de ses ressources. Figurez-vous, tous ces millions de morts, c'est pas parce que nous sommes allés nous aventurer pour envahir un pays voisin que nous devons quelque chose à un pays voisin. Tous ces millions de morts, parce que nous avons un pays voisin que vous connaissez, et qui a jeté son dévolu sur les richesses de la RDC. Et pourtant,
le pays, les gouvernements étaient disposés, et le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il s'était engagé à visiter tous les mêmes voisins en leur posant cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que, à travers les commerces, nous puissions avoir un développement mutuel? On a même incité certains, celui qui nous fait la guerre aujourd'hui, de mettre en place une raffinerie d'or. Comme ça, l'or qui sort de la République démocratique du Congo à l'état brut peut être raffiné en y ajoutant une valeur ajoutée. Les pays en profitent et le reste, ils vont à l'étranger, ils gagnent de marge, de plus-value. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis plusieurs années, c'est que on a privilégié l'exploitation illégale, qui est source de la guerre. La guerre qui est au Congo aujourd'hui, c'est une guerre d'exploitation illégale des ressources minérales, stratégiques et rares que dispose la République démocratique du Congo, sans compter les velléités expansionnistes et hégémonistes. C'est dans ce contexte que nous avons pensé ici venir échanger sur un thème, puisque quand j'ai vu le document qui nous invitait à prendre siège ici, dans ce forum, je me suis dit, quel que soit l'agenda, vous imaginez bien l'agenda d'un ambassadeur pour un pays qui est en guerre, c'est pas facile, mes chers amis. Mais j'ai tenu à être là, et c'est pour ça que j'ai rappelé aux organisateurs que ça faisait 2 heures que j'étais là. La RDC, c'est un pays qui dispose d'un grand potentiel, notamment au niveau minier. Dans la littérature courante, on parle de la RDC comme un scandale géologique. Effectivement, quand vous prenez ceux qui ont fait des études, pas seulement de chimie, nous tous on est passés par les études secondaires, on connaît bien les tableaux de Mendeleev. Si vous prenez les tableaux de Mendeleev qui renseignent les différentes ressources par leur alchimie, par leur formule chimique, vous êtes sûr à quelque chose près de voir dans ce tableau de Mendeleev l'ensemble des éléments renseignés dont la RDC produit. Il y en a même certaines terres rares qui ne sont pas encore répertoriées sur ces tableaux de Mendeleev. Et la RDC, sur ces 30 ans de guerre, a connu une crise aussi sur le plan de l'éducation, de la formation. Toutes ces années de crise pendant les 30 ans, l'éducation, les secteurs éducatifs, j'en parle avec autorité parce que moi-même je suis un ancien ministre de l'enseignement supérieur, nous avons constaté une carence, une baisse de la qualité de l'enseignement. Je me suis toujours demandé pendant ces 30 ans comment nous allons couvrir ces trous noirs où dans les générations, vous allez trouver un déficit des profils bien formés dans les différents domaines. Mais Dieu nous aime beaucoup, parce que pendant ces temps, beaucoup de nos compatriotes ont quitté les pays pour vivre dans la diaspora. Et ils se sont formés. Voilà pourquoi la diaspora congolaise, dont la France détient les nombres les plus importants de toutes les diasporas, la présence des Congolais à l'étranger. Aujourd'hui, on estime la présence des Congolais de la République démocratique du Congo en France autour de 70-100 000. Et parmi eux, des cadres bien formés. Depuis que je suis à l'ambassade, je vous assure, j'ai vu des moments parfois très émotifs. Quand je vois le profil, d'ailleurs je les appelle la lame de fond de la République démocratique du Congo. Nous avons ici une armée des médecins, des ingénieurs, des polytechniciens, dans tous les domaines, même des sages-femmes bien formées, puisqu'on en a besoin. Et donc, nous avons un potentiel avec des hommes et des femmes d'une grande créativité et qui sont très attachés à leur pays. Et je pense que ces derniers jours ici, depuis cette semaine, il y a déjà beaucoup de Congolais qui marchent, qui battent les pavés de Paris pour défendre par patrouille
patriotisme et leur pays, mais la même détermination, ils le font à ce qui concerne les secteurs économiques. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui des chefs d'entreprise au pays. Et je voudrais dire ici, sans rentrer dans beaucoup de détails, que le gouvernement congolais, pour montrer l'importance de la diaspora dans la vision économique du gouvernement successif, on a créé un ministère des Congolais de l'étranger. Pendant plusieurs années, nous avons eu un ministre des Congolais de l'étranger. On a mis en place une maison des Congolais de l'étranger. Et ce que nous sommes en train, ça serait très long de rappeler l'ensemble du processus, mais il faut noter que l'ouverture aux Congolais de l'étranger, à l'occurrence ceux qui vont pour investir, pour entreprendre au pays, aujourd'hui, les présidents de la République, les gouvernements ont mis en place un certain nombre d'agences, parce que le problème aussi, c'est le climat des affaires. Le climat des affaires au pays. Et sur ce plan, du climat des affaires, vous avez des agences comme l'ANAPI, qui permet aujourd'hui, qui facilite l'accès aux procédures de création des entreprises, avec des délais les plus stricts possibles. En 2 jours, en 48 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Et toutes les procédures, toutes les démarches qui se faisaient sur plusieurs fenêtres, aujourd'hui, on n'a qu'une seule fenêtre, celle de l'ANAPI. Vous allez, vous prenez les formulaires, vous remplissez. Et le lendemain, vous commencez votre activité. Il est bien entendu, beaucoup de gens, effectivement, se plaignent, beaucoup de nos compatriotes se plaignent notamment de la fiscalité, de la douane, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a des réformes en profondeur. Et vous avez également, depuis bientôt 3-4 ans, on a créé ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Dans ces zones économiques spéciales, il y a des créateurs d'entreprises qui bénéficient des régimes fiscaux, des régimes douaniers d'exception. Les secteurs d'intervention, il y a plusieurs secteurs, il n'y a pas que les secteurs miniers. La puissance de la RDC, je pense aujourd'hui, c'est pas seulement dans le secteur minier, parce que la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. Je me souviens dans un article sur Canard enchaîné, un journaliste avait écrit en disant « Définissez-moi la RDC ». Et il a donné une définition de la RDC en disant « Un pays riche en sous-sol et pauvre en surface ». C'est vrai qu'il y a un paradoxe entre les richesses, les potentiels des richesses, et la norme de vie qu'on peut offrir à nos populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons que la stratégie qui longtemps a privilégié l'exploitation du sous-sol en termes minéraux ne nous a pas beaucoup servi. Dans la mesure où nos minerais sont exportés à l'état brut, alors qu'elles devraient être transformées localement de manière à créer, à développer une industrie et à créer des emplois et à partager une norme de vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette logique de la transformation de nos minéraux pour qu'ils ne puissent plus traverser les frontières à l'état brut. Sans compter que la vision actuelle du gouvernement, c'est ce que nous appelons la revanche du sol sur les sous-sols. Et donc, les secteurs agricoles deviennent une des grandes priorités de l'action gouvernementale. Et à ces propos, j'encourage tous ces agronomes et autres chefs d'entreprise de la RDC qui rentrent au pays juste pour s'engager dans le secteur agricole. Et les résultats sont de plus en plus
visible. Je pourrais parler d'autant sur le tourisme. On est plus surpris aujourd'hui de voir une famille atterrir à l'aéroport de Djega-Kinshasa. Papa, maman, les enfants, même des petits-enfants. Ils viennent passer leur séjour touristique en RDC. La ville qui est aujourd'hui assiégée par des rebelles soutenus par le Rwanda, la ville de Goma, c'est l'une des meilleures stations balnéaires de la RDC. C'est un site touristique incroyable, à l'est de la République, autour du lac Kivu. Donc je voudrais ici encourager, vous pouvez vous interroger, je vais m'arrêter là, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'ambassade pour encourager cela? Je crois que dans la salle ici, il y a probablement des compatriotes qui viennent de temps en temps à l'ambassade. D'abord, nous avons allégé la procédure pour obtenir le visa. Beaucoup de nos compatriotes de la diaspora ont acquis une nationalité étrangère et on leur a appliqué les mêmes normes de procédure que les Congolais d'origine. On a mis fin à ça. Ça prenait parfois 15 jours et même quand on fait un express, parfois 3-4 jours. Et aujourd'hui, vous arrivez avec votre passeport avant 10 heures, vous revenez à 14 heures et tirez votre visa. Génial! Génial! C'est super! Et donc, j'encourage. Nous avons créé également une association fêtière, ce que nous appelons les collectifs des organisations corporatives et associations. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure, nous avons réussi à répertorier, corporation par corporation, le nombre de nos compatriotes congolais, créateurs d'entreprises dans tel domaine. Pas plus tard qu'hier, nous avons tenu un déjeuner avec des investisseurs congolais ou étrangers, mais qui veulent aller au Congo investir. Et nous multiplions ces genres d'initiatives, soit dans le différents formats, petit déjeuner comme ce qu'on a fait hier. Et dans 2 jours encore, je pense que le mercredi, dans 4 jours, certainement, nous aurons ce qu'on appelle en astronomie un after work. Nous aurons un after work, toujours dans le domaine d'inciter, pour pouvoir inciter nos compatriotes, les soutenir, ceux qui veulent rentrer au pays, à aller investir. Donc, vous êtes sûr que dans chaque semaine, nous organisons des expositions, nous avons des artistes, des peintres et autres, nous avons dans les différents domaines gastronomiques et autres, nous vivons l'expérience ensemble avant que cette expérience soit extrapolée au pays. Donc, je voudrais ici profiter de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont des initiatives. Nous sommes ouverts à ça et nous constituons l'interface entre vous, la diaspora, et les pouvoirs des gouvernements en place au pays. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour cet exposé. Je vais